que t'as des façons d'appréhender les choses qui sont tellement différentes de ce qu'on fait d'habitude qu'il faut vraiment les vivre, il faut les expérimenter. Hein, comme dit Einstein, la véritable connaissance, c'est pas de l'information, c'est de l'expérience. Moi, ce que j'observe, c'est que il y a beaucoup de grands groupes où ils se rendent compte qu'en fait, ils sont dans des impasses, que le système hiérarchique pyramidal avec des jeux politiques très forts, en fait, produisent de la démotivation, notamment pour les jeunes diplômés, parce qu'ils ils viennent pendant 2 ans, 3 ans, puis au bout de 3 ans, ils jettent l'éponge, quoi, parce que c'est pas du tout le rêve qu'ils avaient. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de System Sales, le podcast qui donne enfin la parole aux ingénieurs pour partager avec vous leur parcours exceptionnel. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Rapart, CEO et cofondatrice de Happy Work. On a discuté de nouvelles pratiques de management, de l'holacratie et de comment changer les organisations au travail pour les rendre plus agiles et favoriser le bien-être des employés. Si vous souhaitez soutenir ce podcast et continuer à écouter ces passionnantes interviews, je vous encourage à le partager sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez participer à la discussion sur le sujet de l'épisode en suivant le lien du post LinkedIn qui se trouve en commentaire, en descriptif de l'épisode. Et bien sûr, le noter 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et laisser un commentaire 5 étoiles pour pouvoir le faire remonter dans la liste des hits. Voilà, je crois qu'aujourd'hui le podcast est à peu près 150 millième sur je ne sais pas combien, mais c'est pas grave, on continue, on profite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire partager avec vous les aventures de mes invités. Je vous laisse maintenant en compagnie d'Isabelle. Bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de System Sales. Aujourd'hui, je reçois Isabelle Rapart, CEO de Happy Work. Isabelle, écoute, je suis ravi de t'accueillir et je te laisse te présenter aux auditeurs. Ben, merci beaucoup. Écoute, Mathieu, c'est une joie d'être dans ce podcast. Je suis fondatrice d'Happy Work, qui a pour raison d'être, de rendre les organisations profondément agiles et épanouissantes. Donc moi, je suis de formation ingénieure, je crois que c'est pour ça que tu m'as invitée d'ailleurs. Et je suis arrivée dans ce nouveau métier, en 2014, parce qu'en 2013, je dirigeais une société de conseil en réduction d'impact carbone et on a mis en place, ce nouveau système, qui est Holacracy, ce nouveau système d'organisation et de management qui est Holacracy, et je dois dire que j'ai été stupéfaite des résultats. Et donc j'ai lancé une nouvelle activité qui a consisté à accompagner, les organisations dans ces nouveaux, modes de management. Voilà, mais c'est peut-être un peu long pour me présenter. Non, mais c'est bien, c'est très bien résumé. On voit que tu as l'habitude de l'exercice. De toute façon, cet épisode, tu vas devoir parler beaucoup parce que tu as mentionné des choses qui sont, ils sont hyper intéressantes. En fait, j'ai invité Isabelle parce que ça fait un peu écho à l'épisode que j'avais fait avec Sophie Lavore. On avait parlé de management et des difficultés rencontrées au quotidien par les managers dans des organisations connues de tous et assez rigides qui créent finalement du stress, de la tension et beaucoup de déception de la part des employés et des managers. Et finalement, on avait envie d'essayer de discuter d'organisations un peu différentes. Et donc, Sophie m'a présenté à Isabelle. Et effectivement, Isabelle est ingénieure de formation. Je vois sur ton CV LinkedIn, AgroParisTech, ça veut dire que tu es ingénieur agronome de formation, c'est ça? Tout à fait. Ok. Ouais, c'est ça. Et t'as gardé un petit peu un pied dans cet univers de l'agronomie ou plus du tout? Non, pas vraiment. Pas vraiment, je D'accord, dois ok. dire. Voilà, Et j'ai quand pas tu... je reste avec des notions, mais voilà, D'accord, ok. c'est une formation qui m'a beaucoup servi pour embrasser le monde quelque part, mais je j'ai pas travaillé vraiment là-dedans. D'accord. Et je vois que la partie conseil par rapport aux réductions d'impact carbone, etc., tu arrêtes ça en 2014. Pourtant, tu es presque un peu en avance sur ton temps de faire ça 2006-2014. Et aujourd'hui, tu fais plus ce type d'activité alors que les enjeux sont encore plus importants en 2022. Bah, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais vraiment l'impression de faire partie des pionniers.
de découvrir ce sujet du changement climatique et de le faire découvrir à d'autres, de le faire embrasser, notamment au niveau du business. Et heu et là, dans le métier que j'exerce, d'accompagnement en développement des organisations, j'ai aussi le sentiment d'être très pionnière et de travailler avec des pionniers. C'est-à-dire des gens qui ont compris que c'était, l'enjeu des prochaines années, la façon dont on s'organise et dans les organisations pour être, quelque part qu'elles soient plus épanouissantes, que nos enfants aient envie d'y travailler, et qu'elles soient, plus efficaces, plus contributrices pour le monde. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on voit dans les entreprises, beaucoup de perte de sens des gens dans ce qu'ils font, une désertion un peu du monde de l'entreprise, des gens qui se tournent beaucoup plus vers le freelancing, pour, avoir plus de liberté. C'est quoi ton sentiment, là-dessus justement? Alors, je suis extrêmement frappée parce une des choses, qui change beaucoup quand on commence à travailler avec ces nouveaux systèmes et notamment Holacracy, c'est que, un élément clé, ça va devenir la raison d'être. Donc la raison d'être qui est, le gouvernail de l'entreprise. Ça devient le nouveau gouvernail de l'entreprise, à la fois l'étoile polaire et le gouvernail. Donc les gens, ils sont plus au service de leur N+1, ils sont vraiment au service de la raison d'être de l'entreprise. Et ça change tout pour eux. Ça change tout et ce que j'observe, c'est que quand je commence excusez-moi. Quand je commence quand on commence à rentrer dans ce modèle mental quelque part, eh bien, ça change beaucoup de choses pour les gens et ils s'y réfèrent constamment. Quand on a réussi à faire, émerger une raison d'être d'entreprise et qu'on s'y réfère, eh bien, ça sert à prendre des décisions. Donc si la décision qu'on doit prendre, sert la raison d'être, on va la prendre. Si elle ne sert pas la raison d'être, on l'écarte, on ne prend pas la décision. Donc c'est un outil d'aide à la décision qui est très puissant et ça donne du sens aussi, ça donne du sens à tout ce qui est fait dans l'entreprise, à toutes les activités, qui sont faites dans l'entreprise. Donc les gens aiment beaucoup ça. D'accord, OK. Bah, on considère que c'était l'introduction au sujet. Il va falloir que tu nous en dises un petit peu plus. Je pense que le bon point de départ, ce serait de nous expliquer ce que c'est holacratie. Justement, tu as mentionné le mot plusieurs fois. Alors holacratie, c'est un ensemble de pratiques, c'est un ensemble de règles, qui constituent un système d'organisation. Donc un peu comme le Windows ou Linux, c'est un système d'exploitation pour un ordinateur. Bah, là, c'est un nouveau système, pour, quelque part manager une organisation. C'est plus du tout basé sur le système hiérarchique pyramidal, où il y a une délégation en cascade qui vient du haut de la pyramide. Quelque part, là, votre nouveau boss, c'est, la raison d'être de l'organisation et les gens, ont des rôles et ces rôles sont décrits, ce qui fait que toute la gouvernance de l'organisation est très claire et on sait clairement qui décide quoi parce que quand vous avez un rôle, vous êtes censé être, enfin, on vous donne l'autorité pour, mener toute action dans ce rôle, prendre toute décision que vous jugez utile, pour aller vers la raison d'être, du rôle et in fine au service de la raison d'être de l'organisation. Donc c'est un système qui met en place, à la fois une grande clarté, sur le qui fait quoi, donc ça accélère le nombre de décisions qui sont prises dans les organisations et c'est ça qui fait que ça les rend plus agiles et et ça donne beaucoup d'autonomie et de responsabilité aux gens. Donc c'est un OK. système qui est basé sur la confiance et la liberté qui est donnée aux gens d'agir, en fonction de voilà, des informations qu'ils ont et de leur D'accord. bon Tu sens. d'accord, tu nous disais, on donne à chacun le descriptif de son rôle. Tu peux nous donner un exemple concret, justement, pour qu'on comprenne bien la différence? Heu, Alors un rôle, ça peut être par exemple le rôle, livraison. Donc un rôle, il va avoir, une raison d'être qui pourrait être, que les clients soient livrés en temps et en heure. Donc ça va être la raison d'être du rôle. Et puis ensuite, le rôle va avoir ce qu'on appelle des redevabilités, c'est-à-dire ce qui est attendu du rôle,
toutes les actions récurrentes qui sont attendues du rôle pour, voilà, pour mener à bien ce rôle. Donc ça peut être par exemple, nettoyer le camion, régulièrement, aller livrer, les clients, selon, le planning, voilà, tout un tas d'actions récurrentes et ces rôles, voilà. Est-ce que c'est un exemple qui paraît, Bah, assez concret? dans cet épisode, j'ai décidé de faire l'avocat du diable, hein, parce que Ah, bien sûr. non, mais c'est pas ça, mais là, toi, tu me dis: «OK, rôle livraison», j'ai pas senti de choses, marquantes par rapport à, mais c'est peut-être pas c'était peut-être pas l'exemple le plus marquant. Mais par exemple, si on prend le rôle d'un sales au sein de l'entreprise, Oui, où on lui dit: «Bah, écoute, toi, voilà ton objectif de vente, ouais, tu auras ton bonus si tu atteins ton objectif. Ton KPI, c'est remplir le CRM ou ouais, un outil logiciel dont tu n'as pas besoin. ouais, Voilà ta zone. ouais, Voilà, tu vois, un peu ça, c'est l'organisation. Et puis, tu as un N+1 qui organise toutes les semaines sa revue d'équipe. Voilà, t'en es où dans ton pipe? Est-ce que tu as signé patati patata? Voilà, ça, c'est l'organisation que je connais, qu'on ouais. connaît tous. Mmh mh. Par rapport à ça, qu'est-ce que ça apporte de différent, ce dont on parle là? Oui, alors effectivement, tu as raison parce qu'un rôle quelque part, ça peut être vu comme une fiche de poste, hein. Ça Mmh. ça ressemble à une fiche de poste, sauf que la fiche de poste, tu la regardes, quand tu es embauché et puis ensuite elle est mise dans un tiroir, éventuellement regardée une fois tous les ans ou tous les 2 ans quand il y a les entretiens annuels, mais c'est tout. La différence avec un rôle, c'est que le rôle est beaucoup plus dynamique parce qu'en fait, les gens ont la possibilité de changer les rôles, de changer leur rôle ou de changer le rôle des autres. Et ça se fait en fonction quelque part des tensions. Alors il y a une notion très importante en holacratie qui est la notion de tension, c'est-à-dire un écart entre, la réalité telle qu'elle est et ce qu'on souhaiterait qu'elle soit. D'accord? Donc ça crée une forme d'énergie et on va n'avoir de cesse que de réduire ces écarts. Tout le monde, peut ressentir ces écarts, de façon permanente, hein, dans notre activité professionnelle et la beauté de l'holacratie, c'est qu'en fait, il y a des espaces de conversation, donc des réunions spécifiques où on va, discuter de ces écarts et pouvoir, les réduire en faisant des propositions. Donc chacun est amené à faire des propositions pour réduire ces écarts. Ça peut être par exemple, alors maintenant, il y a beaucoup moins de visites physiques, mais quand tu allais dans une entreprise, tu entendais le standard, qui sonnait par exemple, 6-8 fois, bah là, ça te crée une tension parce que tu trouves que c'est beaucoup trop et qu'au bout de 3 sonneries, bah, il devait y avoir quelqu'un qui décroche pour s'occuper du client. Donc ça te crée une tension et tu vas faire une proposition, bah, par exemple de créer un nouveau rôle de standardiste. OK? On ne sait pas du tout comment ça va être, comment ensuite à qui on va pouvoir confier ce rôle. Mais l'idée, c'est de dire que tout le monde peut agir, peut être acteur pour faire des propositions pour améliorer les choses, D'accord. tu vois? Mais ça, en vérité, je comprends ce que tu veux dire, mais en vérité, est-ce que c'est déjà pas le cas? Est-ce qu'en fait, finalement, les gens ne font pas de propositions parce que, par, fainéantise ou par, le fait qu'ils ont l'habitude de ne pas faire, plutôt, de se plaindre, mais de ne pas faire? Ou est-ce que c'est Mmh. parce qu'on leur offre pas non plus, les espaces justement d'expression, ou parce que j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de, je pense que ce qui est au cœur de ce que tu dis, c'est la communication. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on n'offre pas aux gens cet espace de communication? Donc ça veut dire qu'il faut les organiser régulièrement pour que voilà, ça devienne une habitude, ou on va pas se heurter aussi à l'habitude qu'ont les gens de finalement de faire ce qu'on leur dit et de ne pas proposer naturellement des choses, tu vois? De ne pas faire plutôt que, tu vois? Oui, oui, tout à fait. Ben, qui de la poule ou de l'œuf, ça, j'en sais rien, c'est toujours l'éternel débat, si tu crées pas les espaces ou justement des espaces ad hoc où on a ces discussions, ce genre de discussion, c'est beaucoup plus difficile. Donc là, l'idée, c'est qu'on va avoir des réunions dédiées à l'organisation. Tu vois? On sépare l'opérationnel de l'organisation. Ça déjà, c'est une grande nouveauté
Et dans ces réunions d'organisation, tout le monde va pouvoir faire des propositions, de nouveaux rôles, de nouvelles règles du jeu, de tout ce qui peut améliorer en fait, l'organisation et la fluidité de l'organisation. Donc c'est sûr que là, par cette création d'espaces d'expression, eh bien, ça a un effet d'aspiration, si tu veux. Alors ça a un effet d'aspiration. Après, les gens s'en saisissent ou s'en saisissent pas, ça dépend de leur personnalité. Ça dépend, voilà. Puis il y a des gens qui s'en saisissent tout de suite et des gens qui mettent du temps à s'en saisir. Il y a aussi une notion d'apprivoiser quelque part le système, de s'y habituer. Mais si tu crées pas l'espace, de toute façon, ça peut pas se produire. Voilà, D'accord. c'est ça qu'on voit. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Je propose j'avais une question juste avant, mais juste après, je te demanderai après de nous expliquer comment justement on peut mettre en place à partir d'une organisation existante. Mais c'est pas la question qui me venait à l'esprit. La question qui me venait à l'esprit, c'était est-ce que tu peux encore être un peu dans l'explicatif si, par exemple, aujourd'hui, je vois une structure d'entreprise qui est pas très grosse, mais qui est structurée, comme tu disais, vraiment à l'ancienne, pyramidale, avec un CEO, un COMEX, des VP. Même dans une structure de 50-100 personnes, hein, c'est assez hallucinant de voir qu'on a encore ces étiquettes Mmh. très hiérarchiques. Voilà, un COMEX qui se réunit une fois par semaine, une fois par mois, qui discute, qui décide. Et puis après, éventuellement, on a une cascade de l'information qui descend. On sent que ça crée beaucoup de frustration, ça crée du Mmh. cloisonnement. Mmh. C'est quoi ton avis par rapport à ça, justement, et par rapport à dont on parle? Ben, mon avis, c'est que quelque part, c'est un peu du gâchis et qu'il y a des façons de faire autrement. D'accord, bah Il y a justement, voilà. Il y a explique-moi. voilà, il y a des façons de faire autrement parce que l'être humain, par nature, est contributif. Tu vois? Les gens ont envie de contribuer. À partir du moment où ça a un sens, ce à quoi ils contribuent, eh bien, ils ont envie de mettre leur énergie et de donner leur maximum. Et d'ailleurs, quand tu rentres dans une entreprise, chacun, quand il rentre dans une entreprise, il est hyper motivé. Il a des idées, et Mmh, cetera. Et il essaye une fois, il essaye 2 fois et puis, bah, s'il y a pas de répondant, il essaye plus. Tu vois? Les gens s'éteignent quelque part. Donc ouais, c'est très dommage, c'est très, très dommage. Et l'idée de l'holacratie d'ailleurs, l'holacratie est venue de la frustration d'une personne qui s'appelle Brian Robertson, qui est un Américain, qui travaillait dans l'industrie du logiciel et qui trouvait qui était éminemment frustré parce qu'il trouvait qu'il avait plein d'idées. C'est un gars très créatif et que ses idées n'étaient pas prises en compte. Donc il s'est lassé et il est allé, créer sa propre entreprise. Et à sa surprise, à sa grande surprise, donc lui, il a mis en place, un management hiérarchique, classique, hein, parce qu'il avait pas l'idée d'autre chose. Et à sa grande surprise, il s'est aperçu que, c'est l'effet inverse qui se produisait. C'est-à-dire que, il avait envie que les équipes participent et puis en fait les équipes ne participaient pas. Enfin participaient pas à la hauteur de ce qu'il imaginait. Donc il y avait pas assez de nouvelles idées à son goût, voilà. Donc c'était une nouvelle frustration et c'est à partir de là qu'avec ses associés, ils ont commencé à chercher des méthodes managériales différentes pour créer cet appel d'air d'initiative, de responsabilisation, d'autonomie, de nouvelles idées et en fait ça a été une recherche, en mode itératif, c'est-à-dire qu'ils ont essayé plein de choses et tout ce qui fonctionnait, ils le gardaient, tout ce qu'ils trouvaient que ne donnait pas satisfaction, ils l'écartaient. Et donc ils ont créé comme ça tout un corpus de pratiques. Donc ils ont été chercher, dans le lean management, ils ont été chercher, dans la sociocratie, ils ont été chercher dans les méthodes agiles en informatique, le Scrum et cetera. Ils ont été chercher encore dans heu, plein d'autres méthodes et ils ont construit tout un ensemble de pratiques qu'ils ont mis dans un petit livre qu'ils ont appelé une constitution. Donc où c'est comme les règles du jeu, en fait et cette constitution, elle évolue et et ils ont commencé à alors l'entreprise qu'ils avaient créée, qui était une entreprise d'édition de logiciels, a très bien marché. Elle a gagné beaucoup de prix, donc elle était très elle a vraiment très bien performé
Et au bout d'un moment, ils se sont aperçus avec ses associés qu'ils avaient, quelque part inventé une nouvelle façon de s'organiser et de travailler et que ça valait le coup de l'offrir au monde quelque part. Donc ils lui ont donné un nom, ils ont donné le nom d'holacratie à cet ensemble de pratiques et ils ont commencé à le diffuser. Voilà, et donc ça, c'était dans les années 2007. Je crois que le premier article dans le Financial Times, c'était en 2007 avec ce nom holacratie. Et depuis 2007, eh bien, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont adopté ces pratiques, qui ont adopté la Constitution, adopté les pratiques de la Constitution, ces nouvelles règles du jeu. Et maintenant, il y en a quelques milliers dans le monde entier qui fonctionnent comme ça. D'accord. Et, euh, et du coup, les entreprises qui fonctionnent comme ça, qu'est-ce qui toi, tu retires comme chose qui montre que ça fonctionne bien en fait? Enfin, comment on le voit justement? Comment comment on fait le distinguo entre une entreprise organisée de manière classique et qui fonctionne, Mmh. et une entreprise avec ce type de fonctionnement et qui fonctionne peut-être aussi, ou même mieux, justement, comment on Alors, fait le distinguo? Comment on voit les différences dans... ouais. Eh bien, ce que remarquent les gens qui vont, dans des entreprises qui fonctionnent en holacratie, c'est plusieurs choses. Hem, 1, c'est que les gens ont très au clair la raison d'être de l'entreprise, qui travaillent pour ça. Ça, c'est une première chose. 2, ils peuvent prendre des décisions, ils peuvent faire des propositions. Donc ils se sentent vraiment acteurs dans l'entreprise. 3, la plupart des moments collectifs des réunions sont extrêmement efficaces parce qu'il y a des process, il y a des process de réunion, qui sont proposés au départ quand on adopte Holacracy, puis après on modèle un peu à sa culture d'entreprise, mais c'est extrêmement efficace. Donc les gens, ont un sentiment justement de contribution, très élevé à l'entreprise. Voilà, et puis moi je suis frappée, des clients qu'on accompagne depuis plusieurs années, qui sont depuis 3 ans, 4 ans, en holacratie, qui disent: «Mais l'holacratie pour nous ça a tout changé». Voilà, parce ils ont osé des réorganisations qu'ils n'auraient pas osé, qui viennent du terrain d'ailleurs, dont les propositions sont émises par le terrain, qu'ils n'auraient jamais faites s'ils n'avaient pas adopté ces nouvelles pratiques. Voilà à peu près ce que je peux dire comme ça, peut-être qu'il y a d'autres choses qui me viendront après. D'accord. Et du coup, est-ce qu'il y a toujours ce système d'objectifs individuels, de KPI, de bonus, j'en sais rien, enfin, tu vois, dans un système comme ça où ça n'a rien à voir? Je suis complètement ignorant du sujet, donc je peux mélanger les thématiques, hein, si ça n'a rien à voir, tu me le dis, mais Oui, voilà, oui. est-ce que c'est toujours des choses qui existent ou plus du tout? Alors c'est, les KPI, je pense que ça existe dans toutes les entreprises, donc oui, bien Mmh. sûr, ça existe. Et après pour ce qui concerne les bonus, le système d'organisation des sales, ça, c'est vraiment chaque entreprise qui voit. C'est D'accord, très, en fait, très c'est non, non. décorrélé, c'est Oui, pas c'est la même, décorrélé. d'accord, Holacracy OK. dit rien là-dessus, en fait. Ah oui, d'accord, OK, OK, Ouais, c'est ouais. décorrélé. C'est-à-dire que Oui, tu maintiens un système, ce système-là, mais l'holacratie, oui. c'est vraiment le système d'organisation, de communication et de façon d'évoluer, au sein de l'entreprise. Oui, C'est oui, c'est ça? ça. D'accord. L'holacratie, ça dit qu'il y a des rôles, que les gens sont autonomes dans leurs rôles, qu'il faut qu'il y ait des réunions opérationnelles et des réunions, d'organisation. Voilà, puis décrit les processus de réunion opérationnelle et si tu veux, le déroulé d'une réunion opérationnelle par équipe et puis, le déroulé d'une réunion d'organisation où chacun peut faire des propositions. Voilà, donne la liberté à chacun de faire des propositions. Et puis voilà, il y a encore deux trois autres règles comme ça, mais c'est très basique, en fait, tu vois? Et après, Et c'est chaque organisation qui, en fonction de sa culture, va s'emparer de ces règles et enfin de ses pratiques et puis les modeler à sa propre culture. et du coup, Voilà. dans le concret, ça donne quoi alors une réunion, dont tu parlais là? Si c'est Bah, une réunion des opérations, par exemple, ça va commencer par une chose qu'il y a très peu d'organisations qui font, enfin, à ma connaissance, c'est ce qu'on appelle un tour d'inclusion. C'est-à-dire qu'on va faire un tour de table et on va demander à chacun,
comment il se sent en arrivant dans cette réunion? Voilà, dans quel état d'esprit? Heu et ça, c'est vraiment important parce que c'est une façon quelque part de créer de la cohésion d'équipe. C'est le moment où chacun vient avec sa propre humanité, je dirais, et va dire, «Bah oui, ce matin, moi, je me sens pas très bien parce que j'ai pas dormi, j'ai mon petit dernier qui fait ses dents», voilà, et on va savoir que si la personne, elle est fatiguée et elle répond de façon un peu, peut-être un peu brusque, bah, c'est pas parce qu'elle en veut à quelqu'un d'autre, mais c'est parce qu'elle est très fatiguée, parce qu'elle a pas dormi. Voilà. Donc on fait un tour d'inclusion. Alors ça peut être aussi, les gens peuvent dire: «Bah, moi j'ai la patate, j'ai une bonne nouvelle, donc ça va très bien». On fait un tour d'inclusion. Ça, c'est déjà une pratique qui est très nouvelle. De la même façon, à la fin de la réunion, on va faire un tour de clôture et chacun va pouvoir donner un feedback de la réunion. Très rapide, hein, c'est très synthétique, hein. De la même façon, le tour d'inclusion, c'est assez rapide, mais c'est juste pour se synchroniser quelque part. Donc il y a un aspect humain aussi qui est très fort. Hem, voilà, donc ça commence et ça finit toujours par un tour d'inclusion et un tour de clôture. Et dans une réunion opérationnelle, ben, il va y avoir tout un ensemble de partage d'informations, qui vise à synchroniser le cercle. Alors on parle de cercle, hein, mais en fait c'est une équipe qui vise à synchroniser l'équipe. C'est-à-dire qu'on va partager les KPI, on va partager des nouvelles sur les projets. Tu vois? Chacun va pouvoir donner, rapidement ce qui s'est passé depuis la dernière réunion sur chaque projet. On fait une revue de projet et puis il va y avoir une dernière partie, là où il y a pas d'ordre du jour. C'est un ordre du jour ouvert qui est constitué à la volée dans la réunion, où chacun va pouvoir apporter des points. Donc ces fameuses tensions, d'accord? Des écarts entre, la réalité et puis, ce qu'il voudrait qu'il soit. Alors une tension, ça peut être une information qu'il a envie de donner, ça peut être, une action qu'il a envie de demander à quelqu'un dans son rôle, ça peut être un nouveau projet. Voilà, donc les gens vont pouvoir, on constitue la liste de sujets et puis après on prend les sujets un par un. Alors quelque chose que j'ai pas dit aussi qui est très important en holacratie, c'est que la réunion, elle est animée non pas par le manager de l'équipe, mais elle est animée par ce qu'on appelle un facilitateur qui est élu par les personnes de l'équipe. Donc ça fait aussi que le fait d'avoir un facilitateur qui est quelqu'un d'autre que le manager, ça donne aussi une équivalence de parole à tous et ça introduit quelque chose dans la réunion de beaucoup plus, participatif quelque part et en équivalence les uns des autres, par rapport, au temps de parole, notamment parce qu'on sait que dans les réunions d'équipe, souvent, la parole est monopolisée 60 du temps ou 70 du temps par le manager. Donc là, le fait d'avoir quelqu'un qui anime la réunion, ça change les choses. Voilà, pour donner un peu un overview de la façon dont se passe une réunion d'équipe en holacratie. Et D'accord. c'était ta question. Ouais, non, mais ça amène plein de réflexions. Par exemple, parce qu'une personne timide qui prend pas la parole, n'importe quel système, elle va pas la prendre, sauf si tu amènes, je sais pas, voilà, par rapport à ça, justement, c'est quoi ton point de vue? Eh bien, ouais, ouais. Bah, ça, c'est une super illustration parce que ça arrive, enfin, tout le temps. Il y a tout le temps des personnes timides Bah dans oui, voilà, les c'est ça. Puis ouais. même quand tu leur donnes la parole, ils se sentent, souvent, agressés ou voilà: «Pourquoi tu me donnes la parole? Pourquoi tu me dis?» et cetera. Enfin, tu vois, Ouais. j'ai pas envie de parler, quoi, donc Oui, oui, tout à fait. Bah, dans les tours d'inclusion, en fait, les tours d'inclusion et les tours de clôture, chacun a la parole, chacun dit quelque chose et c'est vrai qu'au début, les personnes timides, elles vont être timides et au fur et à mesure des réunions, elles vont prendre plus d'assurance. Parce qu'elles savent que de toute façon, elles auront leur tour. Les personnes timides, elles sont timides aussi parce qu'elles sont pas quelque part, voilà, elles sont pas rassurées que ce qu'elles ont à dire, c'est intéressant et cetera. Là, il y a un voilà, tout le monde a sa place en fait mmh dans mh. dans l'équipe. Donc ça crée les conditions de sécurité pour permettre à tous de parler. Voilà, D'accord. c'est assez Et du coup, marquant. ouais, je garde toujours en tête, ma question de comment on met en place, comment on transforme ça. On va y venir après, je la garde toujours. Mais Mmh. du coup, je voulais revenir avant sur le principe d'agilité. Tu as commencé déjà un petit peu à en parler. Ouais.
par le fait de donner plus d'autonomie, je vois parce que je suis sur ton site internet, hein, je vois il y a 2 schémas, j'ai 2 schémas devant les yeux. Je vois un schéma, pyramidal classique avec, tout en haut un petit bonhomme qui sourit, qui est le CEO. En dessous, tout le monde sourit, mais de moins en moins, hein, dans la pyramide. Il y a des communications un peu dans tous les sens, c'est pas très compliqué. Et en dessous, il y a un graphique avec des cercles, autonomes. Et donc du coup, j'imagine que c'est cette autonomie que tu donnes à chaque, équipe qui crée de l'agilité et de la performance, dans l'entreprise. Et Ouais. justement, voilà, est-ce que tu peux me développer un petit peu sur ce thème de l'agilité et de la liberté redonnée, à l'équipe, aux équipes justement dans la façon de gérer leur mission? Ben, c'est vraiment la clé, en fait, du système. C'est que, à partir du moment où tu considères que chaque rôle, chaque personne dans chaque rôle, prend toutes les décisions qu'elle veut pour mener à bien la raison d'être du rôle, eh bien quelque part, tu installes la subsidiarité. C'est-à-dire le fait que les décisions sont prises au niveau où les gens ont les informations. Et Mmh, 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 mmh. l'idée de l'holacratie, c'est vraiment, qu'on gagne, en fait, que l'organisation y gagne, tu vois? Et moi, ce que je vois dans les organisations classiques, c'est que c'est beaucoup de paralysie. Les décisions sont pas prises parce qu'on ne sait pas qui prend la décision. C'est Mmh, des ouais. et souvent on dit, «Il faudrait que on décide». Oui, mais c'est qui «on»? Ouais, Tu ouais. vois? Le Donc management. Attends, le management doit décider avec un grand M. Alors là, c'est une façon de se cacher derrière son petit doigt, mais quand on a pris l'habitude de jamais décider de rien, on t'a pas donné l'habitude de décider, mais en fait, tu sais pas, tu sais plus décider, c'est ça? bien sûr. Et donc là, l'idée, c'est d'être extrêmement clair sur qui doit décider quoi. Qui a autorité pour décider quoi? Donc c'est inscrit dans les rôles, et donc les personnes sont vraiment invitées à Mmh, prendre les décisions. Et d'ailleurs, dans les réunions opérationnelles, quand on démarre, et que quelqu'un arrive avec un sujet, justement sur lequel il a besoin d'une décision, souvent on dit: ben voilà, toi tu as toute autorité dans ton rôle pour prendre la décision. De quoi tu as besoin pour prendre ta décision?» Et là, la mmh, personne se dit: «Mais oui, c'est vrai, en fait, je peux décider». mmh, Et donc la les personnes, petit à petit prennent ce pouvoir de décision, tu vois? Et quand effectivement il y a des choses qui sont complexes, eh bien, il y a tout un, il y a tout un des processus pour arriver à clarifier qui doit prendre la décision, notamment dans les réunions d'organisation où on va d'accord, clarifier qui prend les décisions. OK. Et du coup, comment tu remets, tu vois, par exemple, bon, tu donnes une mission à quelqu'un, voilà, tu vas me développer le business sur la France, la personne prend le business en main, il prend des décisions en autonomie, il dit: «Bah, moi, il me faut, je vais engager un agent ou j'aimerais bien avoir quelqu'un», voilà, au bout d'un an, il dit: «Bah, moi, j'aimerais bien avoir quelqu'un en aide parce que j'ai développé mon tunnel de vente, mes opportunités, il me faut de la ressource». Dans le modèle dont tu décris, tu lui dis: «OK, vas-y, tu as l'autonomie». Bon, dans un cadre budgétaire qu'on te donne. Ouais. Et dans l'ancien monde, ce serait plutôt: «Bah, non, moi, j'ai décidé autrement, heu, et j'ai décidé pour toi». Enfin, tu vois, c'est ce que j'imagine de ce que tu me décris. Mmh. Mais comment tu reprends la main sur un collaborateur où tu lui as donné de l'autonomie, mais toi, tu estimes en tant que manager qu'il est en train de prendre les mauvaises décisions? Et ben, Ouais, oui, ouais, alors quand tu estimes que quelqu'un prend des mauvaises décisions, et ça arrive tout le temps, c'est ce qu'on appelle en holacratie une tension. Tu as une tension, tu vois? Il y a un écart entre la réalité et ce que tu aimerais qu'elle soit. Et donc ça, la façon de traiter les tensions, il y a plein de chemins, plein de chemins en holacratie. Tu peux, changer les redevabilités du rôle, tu vois? Ou confier justement le pouvoir de décision sur certaines choses, bah, tu l'enlèves d'un rôle, tu vas le mettre sur un autre rôle. Donc ça, évidemment, tu peux pas faire ça de façon autoritaire, ça c'est une décision qui va être, collective dans les réunions d'organisation. Et d'ailleurs dans ces réunions d'organisation où on redistribue l'autorité, tu vois? Quelque mmh, part, changer les rôles, ça veut dire redistribuer l'autorité. Eh bien, c'est des décisions qui vont être prises à zéro objection. Donc c'est toujours en ayant en tête quelle est la raison d'être quelle est la raison d'être, qu'est-ce qu'on poursuit comme but ultime, en fait.
Oui, Tu parce vois? que si je prends l'exemple que je te donnais, Mmh. ce qui se passe, de manière dans une organisation classique, si tu la personne, tu dis: «Bah, développe telle zone». Il va Mmh. dire: «OK, moi je fais ci, je fais ça», on voit que ça fonctionne. Hop, une personne arrive, N+2, N+1, N+3, on sait pas, et dit: «Non, moi je refuse que tu embauches quelqu'un ou que tu prennes un agent ou que tu fasses ceci, que tu fasses cela». Heu, alors que si on avait fait une décision peut-être, collégiale en équipe, Oui. et 99 de l'équipe avait dit: «Bah non, moi je trouve que ce qu'il fait, c'est une bonne idée, Mmh. ça va dans le bon sens». Là, il y aurait moins de frustration, moins de crispation, et cetera, peut-être. Mmh. Alors Non, c'est ça? oui, Enfin, j'essaie d'imager, heu hein, pour les gens qui nous écoutent. si tu Mais veux, en fait, ce qui change dans ce qui change dans ce modèle, c'est que il reste des managers, mais les managers, ils ont une autre fonction, une fonction un peu d'accord. différente. Donc il y a des fonctions qui restent des fonctions managériales, par exemple. On va demander aux managers, d'établir des priorités. C'est-à-dire que souvent, ce qui est, enfin, dans les organisations, tout le temps, il faut fixer des priorités parce qu'on est tous débordés. Mmh mh. OK? On est tous débordés, il y a on a des ressources en temps limité, on a des ressources, on a des moyens limités, enfin des moyens monétaires limités et cetera. Donc il faut fixer des priorités et ce qui est très dysfonctionnel dans beaucoup d'entreprises, c'est que les priorités ne sont pas fixées. On ne sait pas quelles sont les priorités. Tu vois? Les gens sont un peu dans le flou Mmh. et donc là, ce qui est très clair, c'est que le manager du cercle ou le ou la manager du cercle qui devient un leader de cercle, eh bien, a pour redevabilité, a pour attendu on attend de cette personne qu'elle fixe des priorités. OK? Donc c'est juste que c'est très clair, tu vois? Donc ces priorités vont être décidées. Quand il y a des priorités à décider, elles sont décidées et après on sait comment on fait, D'accord. tu vois? Ouais, ouais, c'est clair. Voilà, donc il y a ça et puis on organise aussi régulièrement, des réunions de stratégie. Ça, c'est très régulier. Chaque équipe organise ses réunions de stratégie pour justement fixer des priorités, sur les 6 mois à venir et c'est décidé, c'est discuté collectivement. Chacun est invité vraiment à donner son avis. Donc Ouais. voilà. Donc si tu veux, c'est quelque part, il y a un certain nombre de décisions qui relèvent encore du manager, mais il y a beaucoup plus de participatif et à partir du moment où il y a des rôles à qui on confie des autorités, eh bien ces rôles-là ont toute autorité pour décider dans le périmètre de leur rôle. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à un manager? Comment il organise la vie de son équipe, heu, d'une façon, structurée, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, j'en sais rien. Qu'est-ce que toi tu préconises comme setup, justement? Bah, nous, ce qu'on voit, ce qui est habituel, c'est que les réunions d'équipe, hebdomadaires, sont remplacées par les réunions opérationnelles en holacratie, Mmh. d'accord? Sur quelle fréquence? Ben, hebdo, mais après, Oui, ça dépend. Il y a des équipes qui sont daily, enfin qui sont, qui ont besoin de se que voir tous les jours, oui. tous les jours 1/4 d'heure, donc on fait Mmh. ça. Il y en a, c'est qu'1 fois tous les 15 jours, enfin voilà, ça dépend, hein, Mmh mh. Mmh. voilà, entre tous les pas de temps entre, 1 fois par jour et puis, 1 fois tous les 15 jours, voire toutes les 3 semaines. Donc une réunion opérationnelle où on va synchroniser l'équipe, on va partager des KPI, on va faire des revues de projet, et on va traiter tous les points qui arrivent et qui ont pas pu être traités, par mail ou au fil de l'eau et pour lequel c'est bien qu'il y ait toute l'équipe. Et puis après, il va y avoir des réunions d'organisation. Alors au début, ben, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup de tensions d'organisation qui ne sont pas traitées parce que les gens n'ont juste pas les outils pour les traiter. Tu vois? Donc au début, quand on met en place des réunions, d'organisation, qu'on dit des réunions de gouvernance, et ben, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de tensions de gouvernance à traiter. Donc on fait des réunions rapprochées, donc peut-être 1 fois toutes les 3 semaines Mmh. et puis une fois que c'est éclusé, ben, les réunions s'espacent. Voilà, c'est 1 fois tous les mois, 1 fois tous les 2 mois, et puis ensuite on fait même des réunions asynchrones. C'est-à-dire on peut faire des propositions, même sans se voir parce qu'on connaît bien les process et même sans se voir, on fait des enfin, il y a une plateforme pour faire des propositions.
C'était ça c'était ça ta question? Ouais, donc tu disais, voilà, la réunion opérationnelle et cetera. D'autres choses, toi, que tu mets en place, ou que tu conseilles de mettre en place? Par exemple, la relation du manager avec, chaque individu. Moi, tu vois, bah, je pense une organisation de management, que j'avais mis en place, c'est classique, hein, c'est que tu rencontres chaque personne, Mmh mh. en one to one une fois par semaine, sur la durée Mmh. que tu estimes nécessaire, la réunion d'équipe une fois d'hebdo. Alors après, j'ai compris que c'était plutôt le contenu qui change, mais par rapport à une organisation classique. Toi, somme toute, pour l'instant, il y a rien qui Non, qui te me choque. non, mais non, voilà, c'est ça, c'est pour ça Mais oui, mais je me fais encore une fois l'avocat du diable. oui, J'essaie de oui, sortir un peu la quintessence ouais, de ce que tu nous proposes, hein. ouais. Donc, voilà, Mais oui, je te redonne la parole, mais mais en fait, si tu veux, les et c'est ça qui est très frappant, c'est que dans l'holacratie, il y a beaucoup de bon sens. Beaucoup, beaucoup de bon sens d'accord. et en fait, comme c'est extrêmement orienté action, si tu veux, on cherche pas à comprendre le pourquoi du comment, on est toujours en train de se dire: «C'est quoi le prochain pas? C'est quoi la prochaine action?» Tu vois? C'est très, très, enfin, on cherche à avancer tout le temps, OK? Par itération, hein, on cherche la plus petite action possible qu'on peut faire pour solutionner les problèmes et effectivement, quand on démarre en holacratie, enfin une organisation qui démarre en holacratie, la première chose qu'elle fait, c'est de regarder quelle est sa raison d'être, parce que souvent c'est une question qu'elle ne s'est pas posée. Quelle est sa raison d'être? Alors on commence avec une raison d'être qui est imparfaite, hein, parce que de toute façon une raison d'être ça peut évoluer et ensuite on va décrire l'organisation en rôle, transcrire quelque part la réalité opérationnelle de l'organisation en rôle et ce qu'on appelle en cercle. Tu vois? Donc Mmh. ça va donner une représentation avec un cercle le plus grand et à l'intérieur de ce cercle le plus grand, tu vas avoir des sous-cercles et à l'intérieur de ces sous-cercles, tu vas avoir encore des plus petits cercles qui sont les rôles, d'accord? Donc c'est quelque chose de fractal et donc ça, c'est le premier pas. Un, la raison d'être, quelle est votre raison d'être? Et 2, comment on décrit, votre organisation, donc non plus sous forme de pyramide, mais sous forme de cercles imbriqués les uns dans les autres. Tu vois? Sachant que, ce qui s'impose à tout le monde, bah, c'est la raison d'être du cercle plus grand qui représente l'organisation. OK, Voilà. et quand est-ce que tu reconnectes les cercles ensemble justement? À quel moment? Qui intervient? Qui est représentant du cercle, dans le grand cercle? Enfin, tu vois? Oui, Comment bah, ça c'est les fonctionne entre les cercles là, oui, après, hein? On tout a à vu fait. à l'intérieur d'un cercle comment ça fonctionne. Après, comment tu fais travailler les cercles ensemble? Eh bien, en fait, classiquement, quand tu as des cercles, enfin des sous-cercles, dans un grand cercle, chaque représentant du sous-cercle, en général, c'est le leader de cercle, eh bien, fait partie de alors ça peut être un codir, par exemple. Un codir, il va avoir un représentant de chaque équipe, de chaque service, de chaque pôle, au codir. Je sais pas si ça répond à ta question et c'est au codir. D'accord. Le codir lui-même va avoir des réunions, opérationnelles, des réunions de gouvernance où ils vont traiter des sujets, des sujets de codir, mais sous une forme différente, tu vois? OK, Avec des donc on principes retrouve différents. quand même ce Oui, principe bien sûr, bien sûr. de codir. Oui, OK. oui, bien sûr. Si tu veux, ça en fait, ça change à la fois tout et rien parce que, l'activité de l'entreprise reste la même, ce que font les gens reste la même chose. C'est juste que, maintenant ils ont des rôles et ils peuvent prendre des décisions, Ouais, tu vois? ouais. Ouais, ouais. Donc C'est la façon dont tu autonomises un peu les cercles, les gens, et du coup, tu sens quand les gens, basculent dans cette organisation-là, tu sens des réticences quand même, des gens qui ont du mal à comment font les gens qui ont l'habitude d'être dans le micromanagement, de devoir contrôler justement ce que font les autres et cetera? Comment eux, tu les aides à, alors oui, des à réti basculer dans le lâcher prise en fait? Parce qu'il y a quand même du lâcher prise mmh, par rapport à ça. tout à fait. Alors il y a enfin c'est vraiment dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réticents parce qu'ils vont pas du tout être à l'aise, d'être autonomes dans leur rôle. Ouais, ça C'est, je peux le comprendre, et ouais. ça, c'est pour eux, c'est pas du tout confort et ils ont besoin d'être micromanagés. Ils aiment qu'on leur dise exactement ce qu'il faut faire et cetera
Et au début, ce qui se passe, c'est que, et ben, ça va être décrit. On va le décrire dans les rôles. C'est-à-dire que le manager de cette personne, ben, on attend, de lui ou d'elle, qu'elle donne telle consigne, qu'elle valide telle chose et cetera. Mais c'est juste le mettre en clarté, Mmh. OK? Et puis donc effectivement, il y a des gens qui, au début, vont être très réticents parce que, ben, ils sont confortables en exécution, OK? Et ils sont pas du tout confortables dans les prises d'initiative. Il y a des gens qui restent là-dedans et puis il y a des gens qui changent. OK, ça dépend. Et puis après, du côté des managers, effectivement, difficile quelquefois de laisser, parce que c'est un système qui est basé sur la confiance. OK, Mmh. ça tu l'auras compris. Sur une grande confiance, une grande transparence. Hem, donc il y a des managers qui sont plus ou moins à l'aise avec ça. Heu, Moi, ce que j'observe, c'est que les entreprises dans lesquelles on intervient, c'est des entreprises où il y a déjà une culture de la confiance qui est très forte. Donc ça se passe bien, ça se passe bien. J'ai jamais vu de manager partir, mais ça peut arriver, hein, si c'est quelque chose qui vient trop, se mettre en travers de ce que souhaite un manager, de sa vision, Mmh, de ce mmh, qu'est un mmh, mmh. manager. Voilà, il y a des gens qui peuvent partir effectivement. Ah, c'est pas qu'une question de vision, c'est une question de nature aussi. Oui, Tu peux oui, pas, oui. enfin, et c'est intéressant d'accompagner les gens dans la transformation personnelle aussi. Oui, alors je te rejoins là-dessus, c'est effectivement, il y a un accompagnement des personnes, qui peut être nécessaire, suivant certaines personnes et notamment des managers. Donc Oui, c'est ça, ça on oui. l'accompagne. Parce qu'effectivement, tu as raison, il y a une posture, c'est la posture de c'est plus un management autocratique quelque part, c'est un manager, c'est plus une posture de ce qu'on appelle servant leader, c'est-à-dire le manager qui est à la disposition de son équipe et qui met tout en place pour que les gens puissent, travailler au mieux. Et Je Ouais, ouais, c'est plus un manager qui dit aux autres ce qu'ils doivent ouais. faire, mais c'est le rôle du manager, d'enlever les obstacles quelque part au travail. Pour moi, on en revient toujours à par rapport au manager, hein, je parle, hein, on en revient toujours, OK, on donne des formations, épisodiques, mais on en revient toujours au contenu de la formation qu'on leur donne justement, au suivi qu'on leur propose. Qu'est-ce qu'on met en place pour qu'ils puissent avoir un terrain d'expression et une évolution continue de leur rôle et même leur proposer du coaching. Toi, ça me fait penser à ce qui s'est passé dans une entreprise où j'étais avant, où il y a eu un plan social et du coup, on a donné l'opportunité aux nouveaux plant managers d'avoir un consultant ou un coach. Je n'ai pas trop bien compris ce que c'était, mais j'imaginais que c'était un coach pour lui. À aucun moment, on a proposé à des membres du CODIR ou à des autres managers de dire: «As-tu besoin d'un coach?» tu vois? «As-tu besoin, toi, pour évoluer, de quelqu'un qui te conseille, une fois?» Tu vois, moi, je trouverais ça vachement, on s'éloigne peut-être de De l'holacratie, l'holacratie. Mmh. mais pour moi, aujourd'hui, c'est avant-gardiste de dire, à ton équipe de managers, ou au moins dans ton CODIR, voilà, l'entreprise te met à disposition Oui. un coach Mmh. qui va te suivre, une fois par mois, enfin, sur la fréquence que tu as envie, pour te faire grandir et évoluer là-dedans, quoi, tu vois? Mmh. Mmh. Non? Bah, oui, oui, mais je suis complètement d'accord, hein, c'est enfin tout le métier du coaching, notamment de manager, il est très, très utile. Et les managers, enfin moi tous les managers que je connais qui ont été coachés et ceux qu'on coach, ils sont ravis. Et il y a même des clients chez lesquels, on installe une hotline. C'est-à-dire que les gens, à la demande, ben, ils fixent des rendez-vous avec les coachs Bah ouais, mais voilà, c'est pour des brillant. trucs Mmh. très ponctuels, Mmh, mmh, et mmh. ça marche très bien. Enfin les gens appellent quoi, Bah hein. oui, Les gens, ouais. ouais. Donc ça c'est et je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est des actions qui sont peu coûteuses pour les organisations parce que c'est ponctuel justement, et en fait, ça débloque des situations, voilà, à moindre coût. Enfin moi, ce que je vois, c'est que ça débloque beaucoup de situations. Mais oui, tu as raison, c'est important d'accompagner les managers et surtout parce que c'est des nouvelles postures, c'est des nouveaux modèles mentaux.
et donc ça s'accompagne. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses justement, je m'étais noté, qu'est-ce que tu penses du faux participatif? Parce que on, je- on visualise ce que tu disais, donner de l'autonomie, créer des groupes enfin des espaces de communication, laisser les gens la liberté de proposer, etc. Mais ce qu'on voit beaucoup aussi dans les organisations, c'est la prise, euh, et on le voit même au niveau de l'État français, de la façon de gouverner. Tu vois, on va dire, on va prendre des décisions avec les organisations syndicales, puis en fait, les décisions sont déjà prises. Et on le voit dans les entreprises, hein, les grands dirigeants qui viennent de grandes écoles de management, j'en sais rien, tu vois, qui te pondent des questionnaires par email ou qui lancent une grande consultation en interne, tu vois. En fait, les décisions sont déjà prises. C'est une façon de faire participer les gens pour leur faire croire qu'ils ont leur mot à dire, mais en fait, ils l'ont pas du tout, tu vois. Et moi, ça, c'est ce que j'appelle la fausse liberté, la fausse holacratie, si on veut peut-être, tu vois. Mmh mh. Mais c'est de la fausse participative et c'est encore pire que tout parce une fois que c'est découvert, une fois que c'est compris, bah voilà, enfin tu vois, c'est et pourtant c'est ce qui se fait dans toutes les grandes entreprises, tu vois. Enfin, Oui, bah, là, tu parles de la mode quelque part justement, ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, de la mode, mmh, allez, on va mmh, faire participer les gens, mais en fait mmh, finalement c'est pas mmh, du tout la structure qui a changé, mmh. c'est la communication en interne, mais personne n'est dupe, tu vois. Oui, personne n'est dupe, ça crée beaucoup de dépit, beaucoup de Bah oui. déception Mm. et c'est ça qui crée beaucoup de démotivation et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste toujours beaucoup quand les clients viennent nous voir. Enfin voilà, quand il y a des gens qui commencent à être intéressés par Holacracy, nous, ce qu'on vérifie, c'est leur intention. Mm. Parce que quand il y a un décalage entre l'intention véritable et ce qui est affiché, les gens vont le sentir. Les gens ne sont pas bêtes, Mm. donc les gens sont intelligents Mm. et non seulement ils vont le sentir, mais ils vont le voir. Ça va se voir et alors là, il y a rien de pire parce que les gens sont démotivés, ils partent, et voir, enfin voilà, voir, ils vont être dégoûtés, quoi. Et donc moi je pense que cet alignement, enfin nous c'est quelque chose auquel on fait très, très attention. C'est l'alignement entre les intentions profondes des dirigeants qui se lancent dans ces modèles, et les intentions affichées. Voilà, c'est quelque chose qu'on va regarder avec beaucoup d'attention et ça nous arrive de dire: «Ben non, on va pas travailler avec vous. Je pense que c'est pas, vous allez» enfin, c'est notre rôle de professionnel aussi, de leur dire de leur montrer que s'il y a un gap, trop important entre l'intention réelle et l'intention affichée, ça va se retourner contre eux et l'effet boomerang va être très, 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 ça va avoir des impacts, très forts, quoi. Ouais. Donc c'est aussi notre Qu'est- rôle de professionnel de leur dire. D'accord. Qu'est-ce que tu conseilles justement aux employés qui évoluent dans un environnement alors après, on peut évoluer dans un environnement d'entreprise classique et ça se passe bien. Mmh mh. C'est pas parfait, mais ça se passe bien. Mmh. Après, on peut être dans un environnement classique et toxique. Et là, du coup, qu'est-ce que tu conseilles aux employés Qu'est-ce que tu conseillerais d'un point de vue professionnel? C'est-à-dire, parce qu'aujourd'hui, tu peux te dire, je vais aller rejoindre une entreprise qui est selon ce modèle dont on Ouais. parle, Mmh. mais il y en a pas, ça court pas les rues non plus, enfin Mmh. encore. Mmh. Comment retrouver du sens aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, enfin, la réaction des gens, c'est voilà, je pars, mais pour faire quoi? Donc finalement, les gens restent parce qu'ils osent pas partir. Enfin, tu vois? Oui. Comment tu te sors un peu de semoule là, ce sable mouvant Ouais, par ouais, rapport à, tu vois? ouais, tout à fait. Alors c'est pas une question simple, hein, franchement, il y a pas de recette magique. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de grands groupes, heu, où ils se rendent compte qu'en fait, ils sont dans des impasses, que le système, hiérarchique pyramidal, avec des jeux politiques, très forts, en fait, produisent, de la démotivation, notamment, pour les jeunes diplômés. Parce qu'ils viennent pendant 2 ans, 3 ans, puis au bout de 3 ans, bah, ils jettent l'éponge, quoi, parce que c'est pas du tout le rêve qu'ils avaient et ça commence à poser un problème pour ces grands groupes parce qu'ils n'arrivent plus à Mmh, recruter. mmh, Hem Et donc ces grands groupes, ils sont quelque part prisonniers de leur façon de faire
Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand tu as des agents du changement, donc des gens qui arrivent avec des idées, des convictions, et non seulement des idées, des convictions, mais aussi des pratiques Mmh. et voilà, qui montrent que par la pratique que les choses peuvent marcher de façon différente, peuvent fonctionner, qu'on peut avoir des résultats et de la performance en fonctionnant différemment, ces agents du changement sont très utiles dans les grands groupes. Tu vois? Et moi, j'observe beaucoup justement de managers, qu'on a formés, qui viennent à nos formations et cetera, qui mettent en place dans leurs équipes, des fonctionnements différents et qui ont voilà, qui ont des résultats. Et donc ils montrent par l'exemple Ouais. que ça fonctionne que ça peut fonctionner différemment. Donc après, après pour les jeunes, l'idée c'est d'aller chercher un manager c'est de trouver un manager qui justement fonctionne différemment et de rentrer dans des organisations où il y a des poches justement de changement et il y en a dans toutes les grandes organisations. Ouais, donc ça fait partie aussi des critères quand tu choisis ton entreprise Ouais, de on dit souvent: «On choisit un manager» en général, hein, oui, quand tu prends un poste, hein. oui, oui, bien sûr. C'est des ça fait partie des questions à poser, évidemment, comment ouais. On a on a parlé justement dans l'épisode avec Nicolas, qui était DevSel chez nos CRM. Ça fait partie des questions, à po non, c'était pas avec Nicolas, c'était avec l'épisode, qui est pas encore sorti avec Louis Desluce. Ouais. Justement sur, les questions à poser quand tu recherches un emploi ou quand tu as tes entretiens, savoir quelle est la façon de fonctionner de l'entreprise, la routine du manager, comment il fonctionne et cetera, Oui, pour pas se retrouver après piégé dans quelque chose qui ne convient pas. oui, tout à fait. C'est vraiment une Ouais, bonne, c'est une très bonne pratique. Ouais, ouais ouais, ouais. et du coup, ça en comment toi quand tu prends une entreprise, tu en as parlé un petit peu, hein, des agents du changement, tu formes et cetera, mais voilà, tu arrives dans une entreprise, de taille, raisonnable, qui est dans un ancien schéma de fonctionnement, qui se dit: «Bah, non, on aimerait bien changer, justement aller vers ce système-là et de plus devenir plus agile et introduire cette» c'est quoi la méthodologie qu'il faut mettre en place alors? Comment ça se passe au concret? En général, la première étape, c'est, de faire vivre au CODIR, ces nouvelles pratiques. Parce que là, je t'en parle, donc tu as quelque part une connaissance, mentale, informative, OK? Mais ces nouvelles pratiques, ça se passe ailleurs, ça se passe à un niveau cognitif différent. Parce que tu as des façons d'appréhender les choses qui sont tellement différentes de ce qu'on fait d'habitude, qu'il faut vraiment les vivre, il faut les expérimenter. Hein, comme dit Einstein: «La véritable connaissance, c'est pas de l'information, c'est de l'expérience». Et donc la première étape, c'est d'expérimenter, ces pratiques. Donc ça peut se on organise régulièrement des sessions interentreprises. Depuis le covid, ça se passe en ligne, donc c'est 2 matinées où on donne aux gens des rôles. Ils sont dans une organisation fictive, on leur donne des rôles et puis, ils vont avoir des tensions et ils vont avoir des tas de choses à résoudre, donc dans une réunion opérationnelle, dans une réunion de gouvernance. Donc ça et puis, voilà, donc on va poser les fondamentaux, on va les faire jouer dans ce serious game et puis ils vont pouvoir, débriefer, poser toutes leurs questions, donc se rendre vraiment compte de ce que c'est. C'est un premier niveau de connaissances, donc on fait ça soit en interentreprise, soit, en intra, c'est-à-dire, avec un codir. On leur fait vivre, soit notre serious game, soit on fait un travail préalable pour transcrire la réalité opérationnelle de leur rôle et puis on va leur faire expérimenter, les pratiques d'holacratie pendant un séminaire de 2 jours. Et ensuite, s'ils souhaitent, aller plus loin, eh Mmh. bien la première chose à faire, c'est de transcrire, les rôles, les cercles, toute l'organisation, en fait. C'est vraiment je parle de transcription parce qu'on va rien inventer, en fait. On va juste, prendre ce qui se passe dans l'organisation et on va le décrire en cercle et en rôle. OK? Et puis OK. après on forme des facilitateurs des réunions, voilà et puis on lance, des coachings collectifs, des facilitateurs, des coachings, de l'accompagnement pour les leaders de cercle parce qu'il y a vraiment une posture différente, voilà tout un tas de formats de formation, Nous, notre métier, c'est d'être guide de haute montagne, donc notre métier, c'est de mettre les gens en sécurité,
de baliser le parcours basé sur notre expérience. Et voilà, c'est les clients qui marchent après. C'est eux qui font les choses. Nous, on les accompagne, on les forme et c'est eux qui mènent le projet de transformation. Et ça se fait sur un temps long, hein, ça se fait vraiment sur un temps long. Les 6 premiers mois, c'est l'effet waouh, ça marche, c'est génial, Ouais. il y a des gros changements. Après, ça devient un petit peu plus dur et puis, Les anciennes habitudes reviennent au voilà. galop, Et c'est ça? puis oui, c'est ça. Et puis il y a des moments de doute, hein, comme dans tout changement, parce que c'est vraiment un changement très profond, l'holacratie. C'est un changement de modèle mental, heu, assez important. Donc voilà, ça s'accompagne sur la durée. Voilà OK, comment on fait. Mmh. OK. Bon, bah, écoute, on arrive au terme de l'épisode, je vois l'heure qui tourne. J'étais Oui, parti à t'écouter, il y a le flow on était dans le flow là, comme on dit. oui. Pour conclure, est-ce que toi, tu as un petit message à passer, une promo à faire ou comment on vous découvre? Voilà, c'est ton moment, profites-en. Ah, mon moment call to action. Ton moment call to action, Voilà, exactement, ouais. beh, oui, alors, il y a une bande dessinée qui existe pour découvrir ce que c'est l'holacratie. Donc vous tapez juste sur internet, bande dessinée holacratie. Donc ça, Ah génial. Ouais. c'est une première approche assez intéressante. Après, sur notre site internet, donc happywork.pro, voilà, il y a tout le descriptif pour les sessions de découverte, ce qu'on appelle sessions de découverte. Vous allez être immergé dans une entreprise en holacratie, vous allez pouvoir vivre ce que sont ces processus. Voilà, Ça, c'est sur le site internet, donc on peut vivre l'expérience en ligne, on peut s'inscrire aux sessions D'accord, OK. pour vivre ces expériences. Voilà, parce que c'est vraiment il y a plusieurs niveaux d'information comme j'ai expliqué. Voilà, puis oui, et après on a une petite chaîne, YouTube où on a pas mal de témoignages de clients très variés, qui voilà, c'est des témoignages très, t qui les plus courts font 2 ou 3 minutes, où ils expliquent ce que ça change au sein de leurs entreprises de fonctionner de cette façon. D'accord. Je regarde la BD dont tu parles là, c'est, Une nouvelle technologie managériale, c'est ça? Oui, L'holacratie? tout à OK. fait, OK, effectivement, exactement bon, ça. on la trouve, sur les plateformes. Bah, écoute Isabelle, merci beaucoup pour ton temps. Bah, merci Mathieu, c'était un J'espère plaisir. qu'on a ouais, j'espère qu'on a réussi à transmettre, des bonnes idées, des messages ou au moins des envies de changement. C'est pas un sujet, facile à traiter dans un épisode, mais voilà, j'espère qu'on a au moins éveillé les consciences. Voilà, et donner de la curiosité, susciter de la Ouais, curiosité. c'est ça, tout à fait. Super. Merci beaucoup Isabelle. Merci Mathieu, très bonne Au journée. au Au revoir. revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, de laisser un commentaire, de le partager sur vos réseaux sociaux favoris et surtout de participer à la discussion. Le lien du post LinkedIn se trouve dans le descriptif de l'épisode. Voilà, boujou à tous et à la semaine prochaine.